Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux obligations déclaratives et aux actualités fiscales. Aujourd'hui, pour réaliser ce webinaire, je suis bien entourée par nos deux juristes fiscalistes d'AGA. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Eugénie à mes côtés, Eugénie Dourte, qui est arrivée très récemment, mais qui connaît très très bien ce sujet, et Christopher Harold Constant, qui lui aussi est juriste fiscaliste à AGA depuis un peu plus longtemps, et qui va tout vous décrypter, enfin, ils vont tout vous décrypter aujourd'hui. Eh bien, messieurs, dames, c'est à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via l'application et nous tâcherons d'y répondre en fin de session. Oui, alors je vais commencer par le régime des agents généraux d'assurance, donc plutôt au titre de l'IR, donc ça va relever des BNC, des BIC et du régime des traitements et salaires. Donc comme vous le savez, en principe, un agent général d'assurance relève des bénéfices non commerciaux parce que votre activité, c'est une profession libérale. Mais certains agents vont avoir une activité mixte, donc là j'entends les activités de courtage ou encore les ventes de produits annexes, donc ça peut être par exemple les petits bracelets pour les personnes âgées, la télésurveillance, etc. Dans cette hypothèse-là, donc, il est possible de les déclarer au titre des BNC. Par contre, ça sera possible que si ça ne représente pas 10% de vos revenus totaux. Par contre, si vous avez un dépassement, là, vous aurez une obligation de déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, donc les BIC. Concrètement, sur votre imposition, vous n'aurez pas vraiment de différence. Par contre, sur les frais comptables, ça peut varier un petit peu parce que du coup, si vous êtes au BNC plus au BIC, évidemment, le comptable devra faire deux déclarations différentes. Donc, il y aura peut-être un petit surcoût à payer. Donc, de manière générale, pour les régimes, que cela soit les BNC, les BIC ou les traitements et salaires, là, on n'a pas vraiment eu de changements récents. Donc, je vais juste me contenter de rappeler les dispositions existantes. Comme ça, donc, vous aurez ce qu'il faut pour la période déclarative à venir. Le régime que je vais évoquer en premier, donc c'est celui des bénéfices non commerciaux, donc les BNC. En principe, vous relevez tous de ce régime-là, donc pour les agents qui sont à l'IR. Donc là, on va avoir plusieurs seuils. Je vais vous les exposer rapidement. Donc le premier seuil, ça va être le seuil des micro-BNC. Pour ce régime, ça s'applique si vos recettes elles ne dépassent pas 77 700 euros. Et là, pour calculer donc le revenu imposable, on va faire ça, on va le déterminer après un abattement forfaitaire de 34%. Donc là, en fait, vous n'aurez pas de possibilité de déduire les frais réels. Donc c'est pas forcément avantageux si vous avez plus de frais que 34% de vos revenus. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a une simplicité déclarative. Là, pour ce régime-là, vous déclarez sur le formulaire 2042 CPRO. Il n'y a pas vraiment en fait de comptabilité complète dans ce régime-là. Si vous dépassez donc le seuil que je viens d'évoquer, 77 700 euros, vous allez passer au régime réel simplifié. Donc là, les seuils d'application, donc c'est celui que je viens de vous citer. Et ce qui va vraiment changer, c'est que vous pouvez déduire vos recettes, enfin vos charges réelles de vos recettes. En termes d'obligations déclaratives, donc pour celle-ci, on devra déclarer sur la déclaration 2035 SD. Et il y aura bien évidemment une comptabilité qui sera plus complète, un livre, un journal, un registre des immobilisations. Et enfin, le dernier régime que je peux évoquer, donc c'est le régime réel normal. Ça va s'appliquer si votre chiffre d'affaires dépasse 254 000 euros. Donc là, évidemment, Excuse-moi, j'ai un souci de micro. Excusez-nous. C'est bon? Ça a l'air bon. Ouais, c'est bon, on a plus le retour. Donc, excusez-moi, je reprends. Donc, pour le régime réel normal, donc si vous avez plus de 254 000 euros de chiffre d'affaires, là, vous aurez des obligations comptables renforcées, donc bilan, compte de résultats. Ça va être pour les agents qui ont une structure plus développée. Ensuite, un second régime que j'aborde, c'est le régime des bénéfices industriels et commerciaux, donc BIC. Je ne vais pas vous refaire tout le régime parce que concrètement, c'est
quasiment calqué sur le régime des BNC. Enfin, en termes de seuil, on est sur les mêmes seuils de 77 700 puis 254 000 euros. Et vous aurez donc ce régime qui s'applique soit si vous le souhaitez, tout simplement, soit si vos revenus accessoires dépassent plus de 10% de vos revenus totaux. Donc là, si c'est le cas, vous serez obligé de faire une séparation, donc d'une part les BNC pour vos revenus agents et d'autre part les BIC pour vos revenus courtage. En termes d'obligations déclaratives, si vous êtes dans le cadre micro-BIC, est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît? Si vous êtes dans le cadre micro-BIC, ah oui, non, si c'est bon. Ça prend les traitements salaires. Ok, ouais. Si vous êtes dans le cadre micro-BIC, donc ça sera la 2042 CPRO comme les micro-BNC et abattement de 50% des charges. Si vous passez dans le régime réel BIC, là, ça sera la 2031 SD et encore une fois, comme le régime BNC, on va être sur des obligations comptables renforcées. Et pour le régime réel BIC, je ne vous la refais pas, c'est exactement la même chose. Ensuite, la dernière option que je peux vous donner, c'est l'option d'imposition pour les traitements et salaires. Donc, concrètement, il n'y a pas beaucoup d'agents qui optent pour cette option. Ça va constituer concrètement que vos revenus vont être imposés donc, aux traitements et salaires. Excuse-moi. Donc, les revenus vont être imposés sous la règle des traitements et salaires. Donc, c'est barème progressif de l'impôt sur le revenu. Je vous l'ai mis le barème à jour de la loi de finances à droite de la slide pour que vous puissiez regarder les taux. Pour opter pour l'imposition des traitements et salaires, vous avez 3 conditions. Donc, dans un premier temps, vos commissions reçues, elles doivent être intégralement déclarées par les compagnies. Ensuite, vous ne devez pas percevoir d'autres revenus professionnels. Donc là, bien sûr, si vous faites du courtage ou des activités accessoires, ça se rattache directement à votre activité d'agent. Donc là, oui, c'est autorisé. Par contre, si ces revenus accessoires, c'est plus de 10% de vos revenus totaux, là, c'est le même système. Vous pouvez pas, vous êtes exclu en fait du régime traitement et salaire. Vous ne pouvez pas opter pour ce régime. Je peux également évoquer la durée de validité de l'option. Donc, si vous voulez opter pour les traitements et salaires, il faudra demander ça donc, à votre service des impôts avant le 1er mars de l'année au titre duquel l'imposition est établie. Il y a une petite tolérance. Si jamais vous avez commencé en fait votre activité sur l'année en cours, vous pouvez exercer l'option dans les 2 mois à compter du début de l'activité. Donc ça, c'est une tolérance pour les nouveaux agents. Une fois que vous avez exercé l'option, c'est durée limitée. Donc, sauf si vous dites je souhaite cesser cette option, ça continuera toujours par reconduction année après année. Excusez-moi. Concernant les obligations déclaratives, là, c'est pareil que MicroBIC et MicroBNC, c'est la 2042 CPRO. Vous pouvez déduire vos frais professionnels, évidemment, c'est soit réel, soit l'abattement forfaitaire de 10%. Ça ne change pas. Une petite précision d'ailleurs, je ne reviendrai pas sur le régime, mais si vous êtes en zonage France Ruralité Revitalisation, il faut bien évidemment, même si vous êtes exonéré, déclarer vos revenus. Exonéré d'impôts, ça ne signifie pas exonéré de déclaration fiscale, donc n'oubliez pas de le faire. Je précise quand même parce que des fois ça peut arriver et c'est quand même dommage. Donc bien sûr, même si vous êtes en traitement et salaire, tenue des documents comptables, hein, le livre, le journal, le registre des immobilisations. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire environ sur l'option traitement et salaire. Une autre particularité que vous pouvez avoir pour pas mal d'agents d'ailleurs, c'est l'exercice en société en participation. Donc ces sociétés, ça va être des regroupements d'agents. Ça va permettre pour vous de partager certains frais, mais il n'y aura pas de création en fait d'une société avec une personne morale. Donc, quels vont être les impacts fiscaux? Chaque associé en fait va rester imposé sur sa part de bénéfice selon son propre régime fiscal.
vous allez également rester chacun titulaire de votre mandat. Ça veut dire que je peux très bien avoir une SPEC avec une EIRL ou une EI à l'IR et une EI à l'IS. C'est chacun son régime, chacun son mandat. Et c'est vraiment, du coup, la société, elle ne va pas ne va pas être redevable de l'imposition. Donc, nous, on en conseille deux formes. La première, c'est la SPEC, donc Société en participation d'exercice conjoint. Pour les SPEC, les commissions sont versées donc directement à la SPEC. La SPEC procède au paiement des charges. Et enfin, elle vient rétrocéder à chaque agent sa part des commissions. Donc là, il y a une clé de répartition qui est mise en place, hein, généralement lors de la formation de la société. Donc ça, c'est adaptable selon votre organisation. La SPEC, elle va faire une déclaration, mais elle ne paye pas d'impôt. Donc, en d'autres termes, c'est la SPEC, elle va sortir un résultat, mais c'est imposable à zéro. C'est que du déclaratif. Par contre, à l'autre niveau, chaque agent va payer son imposition au titre de son EI. Ensuite, la deuxième forme qu'on conseille, c'est la SPMG, donc la Société en participation de moyens et de gestion. Donc là, pour que vous visualisiez un peu, c'est le système inverse. La distinction, c'est que les commissions sont touchées par les agents d'abord. Ensuite, chaque agent fait remonter le nécessaire dans la SPMG pour régler finalement les charges communes. Et la SPMG, là, elle va juste tenir une comptabilité de mandat, donc elle ne va pas déposer de déclaration, contrairement à la SPEC. Et encore une fois, par contre, chaque associé établit la déclaration au niveau de son EI. Un dernier petit point que je souhaitais aborder donc, pour l'IR, enfin pour l'imposition à l'impôt sur le revenu. Si jamais vous ne respectez pas ces obligations, vous pouvez avoir des sanctions. Donc, ça peut aller de l'exclusion des régimes simplifiés, donc les régimes micro et les régimes traitement et salaire. Donc, par exemple, si vous dépassez les seuils que j'ai évoqués, vous pouvez être exclu de ces régimes-là. Ensuite, si vous avez des défauts de déclaration incomplètes, il peut y avoir éventuellement des amendes. Donc, faites bien attention. C'est pour ça que j'ai bien précisé pour les zones France ruralité revitalisation, n'oubliez pas de le faire. Et après, s'il y a vraiment des manquements graves, ça peut aller jusqu'au redressement fiscal. Donc là, pour la période à venir, en tout cas, c'est vraiment bien important de faire ça avec soin. Je vais laisser la parole à Christopher, du coup, pour la partie plutôt impôt sur les sociétés. Alors, avant de passer à cette partie-là, on a quand même une question, donc on va la traiter. Quid de l'exercice en EIRL à l'IS avec une SPMG au-dessus? 3 associés. Du coup, oui, c'est Christopher qui va l'aborder dans sa partie bon, IS, donc ça arrive. Super. La question vient à point nommé, puisqu'on va en parler. Alors, pour les agents, effectivement, relevant du régime impôt des sociétés. Effectivement, c'est une option fiscale que vous retrouvez aujourd'hui sur les formats EIRL, comme posé dans la question, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée. Les nouvelles EI, depuis mai 2022, excusez-moi, ont également la possibilité d'opter en début d'année, donc c'est une option qui se formule entre le 1er janvier et le 31 mars, pour être assujetti à l'impôt des sociétés. Et il y a bien entendu le format société de capitaux agents, pour le coup, donc typiquement les SARL qui, de facto, sont également en régime impôt des sociétés. Il n'y a pas de régime micro en format IS. Donc, pour le coup, vous avez directement soit un régime réel simplifié, soit un régime réel normal en fonction de votre niveau de chiffre d'affaires. Alors, par niveau de chiffre d'affaires, pour vous, en tant que profession libérale, il faut se référer à 254 000 €. En dessous, vous avez la possibilité, effectivement, de fonctionner sous une forme un petit peu plus simple, un peu moins contraignante, avec, d'une part, des obligations comptables distinctes et également obligations déclaratives. Au-delà de 254 000 €, on passe en régime réel normal full size. Et les différences, vous les retrouvez effectivement ici. Retenez que par défaut, normalement, quand on est à l'impôt des sociétés, on est plutôt sur un format comptabilité d'engagement, c'est-à-dire de créances et dettes, avec un enregistrement chronologique de tous les mouvements financiers, une tenue obligatoire du livre journal, avec un inventaire, l'établissement des comptes annuels complets, avec également les tableaux annexes, et bien entendu, au niveau de
la déclaration à un dépôt bilan comptable complet. Sur la partie simplifiée, effectivement, quand vous touchez moins de 254 000 euros de chiffre d'affaires, ben déjà, vous pouvez opter pour une comptabilité de trésorerie, un petit peu comme c'est le cas traditionnellement pour les agents BNC, avec du coup des enregistrements, des encaissements et décaissements en cours d'exercice, littéralement à date, et juste une constatation éventuellement des créances et dettes à la clôture. Rapidement, il y a plusieurs sujets qui vont être amenés en fait avec le format option impôt des sociétés. Et encore une fois, je ne vous oublie pas pour la société en participation, ne vous inquiétez pas, on va y venir. Le premier point, c'est pour les agents qui aujourd'hui exercent à l'impôt sur le revenu et qui souhaiteraient passer en format impôt des sociétés. On va avoir deux possibilités. On va avoir soit tout simplement un apport finalement de l'activité à l'IR vers l'activité à l'IS. Et dans ce cas-là, si on est sur un format apport, soit l'agent décide tout simplement de payer l'impôt sur la plus-value une bonne fois. Cas échéant, il peut y avoir des droits d'enregistrement. C'est assimilé en réalité à une cessation d'activité et il repart avec entre guillemets une ardoise neuve sur son exercice à l'IS. L'autre possibilité qui est beaucoup plus utilisée et assez facile in fine en fait à demander, puisqu'il n'y a pas de SERPA particulier, c'est juste demander explicitement à l'administration l'application du report, c'est de bénéficier du 151 OCTS, d'apporter votre entreprise à l'IR vers votre option IS, et dans ce cas-là, on prend une photo sur toute l'activité impôt sur le revenu, en fait, pour toute son existence. On met en pause, effectivement, et vous démarrez votre activité à l'IS sans avoir eu besoin de débourser quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est le schéma classique lorsque vous passez de l'IR vers l'IS. Lorsque vous passez de l'IS tout court vers l'IS, alors ça paraît bizarre dit comme ça, vous êtes par exemple en EIRL à l'IS. Vous souhaitez passer en SARL. Attention, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet évident, c'est un sujet qui est suivi activement par la fédération et sur lequel on travaille encore politiquement pour vous sécuriser juridiquement. Ce qui se passe aujourd'hui, en principe, c'est que si vous avez déjà une entreprise EI à l'IS ou EIRL à l'IS, vu que les textes ne sont pas suffisamment précis en ce sens, vous devriez normalement cesser votre activité en entreprise individuelle déjà à l'impôt des sociétés, avec toutes les taxations et impositions que cela suppose, dont notamment boni de liquidation, avant de pouvoir passer vers un format société à agent de type SARL. Ce qu'on essaye de travailler, mais on communiquera dessus ultérieurement lorsqu'on aura des bons résultats pour le coup, c'est de pouvoir mettre en place soit un mécanisme de neutralité fiscale qui vous permettrait d'opérer la transformation directe sans avoir à supporter du coup de l'imposition lorsque vous faites un apport et non pas un cash-out, soit éventuellement de pouvoir obtenir l'application d'un des dispositifs de report qui existent déjà lorsque vous avez une société réelle, cette fois-ci, pas une entreprise individuelle, donc il y a déjà des parts sociales et que vous apportez vers une autre structure, société à l'IS, dont vous détenez effectivement le contrôle. Il y a des règles pour ça, et ça c'est un autre sujet, ce n'est pas forcément le point d'aujourd'hui. Retenez qu'en tout cas, sur les points déjà évoqués, nous n'avons pas de changement du point de vue loi de finances pour 2025. Donc, en l'état actuel des choses, en tout cas, on ne s'avance pas plus. Retenez que la règle actuelle, c'est ça. IR vers IS, vous pouvez faire un apport et bénéficier d'un report. IS vers IS, attention, et n'hésitez pas à nous solliciter au cas où en ce sens. Au niveau du régime social, maintenant, de l'agent général qui est à l'impôt des sociétés, ça change un petit peu effectivement de l'agent qui est en BNC classique. Néanmoins, vous restez travailleur non salarié. Vous continuez de cotiser à la CAVAMAC Praga pour l'ensemble de vos cotisations, déjà retraite de base légale, retraite complémentaire obligatoire et retraite invalidité décès, ainsi que la partie du coup prévoyance. Une nouveauté néanmoins pour 2025, là par contre, c'est sur l'assiette de la CSG vis-à-vis de l'assiette des cotisations maladie que vous supportez. Et ça, effectivement, c'est pas mal. Avant le 1er janvier 2025, on avait des assiettes distinctes en fait en matière de cotisation maladie et ensuite en matière de CSG CRDS. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a une seule assiette, on réfléchit sur une notion de base super brute qui est dégagée à partir de votre résultat moins vos charges d'exploitation.
Donc forcément, ça fait une assiette diminuée en l'occurrence pour la CSG-CRDS. Et vu que en pratique, et vous le verrez l'année prochaine, puisqu'on réfléchit toujours en N-1, c'est-à-dire déclaration sur les revenus de l'année précédente, en 2026, vous verrez que finalement, votre taux global de cotisation ne change pas tant que ça. Pourquoi? Parce que les cotisations maladie et cotisations retraite, en échange, augmentent. Et vous devriez le voir prochainement, notamment dans le hors-série fiscalité, puisqu'on a fait un petit point sur cet article. Mais bon, retenez qu'effectivement, il y a une nouveauté à ce niveau-là, et que sur l'assiette de la CSG et l'assiette des cotisations, maintenant, le calcul sera différent. En fait, ce sera très proche, et l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir, au contraire, cotiser plus de droits au niveau de la retraite. Et pour la majorité, heureusement, des agents généraux, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'impact financier négatif. Effectivement, pour les plus hauts revenus et les plus grosses agences, ça coûtera malheureusement un peu plus cher puisqu'il y a des mécanismes de plafonnement, mais de manière générale, pour la profession, c'est quand même pas mal. Au niveau de l'assiette des cotisations, maintenant, on a une distinction. Pour un agent BNC, comme Jenny vous l'a déjà présenté, normalement, les cotisations sont assises peu ou prou sur votre résultat, de même que pour l'imposition, puisque finalement, vous n'avez qu'un seul niveau d'imposition. Quand vous êtes à l'impôt des sociétés, vous en avez deux. Vous avez le résultat de la structure, en soi les bénéfices, et vous avez ensuite vos propres revenus ou rémunérations. Et donc, typiquement, la structure en elle-même n'est pas en principe chargée, à part pour, par exemple, la retraite complémentaire obligatoire et la RID, puisque la source, c'est les commissions brutes versées par la compagnie. Donc, en réalité, quand vous percevez vos commissions, la compagnie, normalement, a déjà réservé sur les commissions brutes ce que vous devez à la CAVAMAC. Au niveau du résultat maintenant, il n'y a pas de cotisation URSSAF particulière ou de cotisation retraite puisque ce n'est pas la structure qui cotise ou qui est assurée directement, c'est vous en tant qu'être humain, individu. Et donc quand vous vous versez derrière soit de la, je vais revenir dessus, soit de la rémunération de gérance, c'est assimilé traitement et salaire, ça rentre dans votre barème progressif à titre individuel, soit du dividende, et on va l'expliquer. À partir de là, effectivement, là, vous cotisez. Alors, ce pilotage, comment il fonctionne? Vous pouvez effectivement déduire du résultat de la structure de la rémunération. Comme je vous l'ai dit, c'est comme du salaire pour vous. Normalement, vous payez vos cotisations sociales sur cette rémunération de gérance. Vous pouvez également, sous condition, vous verser des dividendes quand vous êtes à l'impôt des sociétés, ce qui n'existe pas pour les BNC. Quand vous versez du dividende, normalement, ces dividendes sont assujettis à une flat tax de 30% ou sur option, mais attention, c'est une option globale, vous pouvez les intégrer à votre barème progressif avec un abattement. Notez que sur tout ce qui est CSG-CRDS, en matière de dividendes, il n'y a pas d'abattement possible, l'assiette reste toujours la même. La notion de 10% que vous voyez à l'écran, je n'en ai pas encore parlé, c'est une notion qui est dérivée des SARL et du capital social. L'idée, c'est que, par exemple, pour un agent qui serait en SARL, et du coup, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, un agent qui serait, par exemple, en SARL et qui aurait un capital social de 300 000 €, il a la possibilité de se verser chaque année 30 000 € de dividendes qui ne sont que soumis à la flat tax. Il n'y a pas d'imposition ultérieure et il n'y a pas de réintégration dans l'assiette des cotisations non plus. S'il devait se verser 40 000 €, mais qu'il a toujours ce capital de 300 000, dans ce cas, on a 30 000 € qui rentrent dans le régime flat tax et les 10 000 € excédentaires vont être soumis à la flat tax plus réintégration dans l'assiette des cotisations que l'on a vu précédemment. L'idée, en fait, c'était de mettre en place un mécanisme anti-abus, justement pour éviter que les entrepreneurs sous cette forme d'exercice ne se rémunèrent que finalement en dividendes et qui ne cotisent pas du tout ni à la retraite ni à l'assurance maladie, comme ça peut être le cas pour, par exemple, les SAS et SASU, qui ne sont pas autorisés, pour rappel, pour les agents. Au niveau des taux, il n'y a pas de changement. En 2025, on est effectivement à 15% sur les premiers 42 500 € de bénéfices. Donc là, c'est sur la structure, ce n'est pas sur votre imposition propre. Et 25% au-delà. À noter que si vous faites des opérations de cession sur le portefeuille ou sur le droit de créance, pour être plus précis, effectivement, ça rentre dans le résultat à l'IS de la structure pour l'année où vous réalisez la vente. Normalement, à l'impôt des sociétés, la comptabilité de droit, c'est censé être effectivement de la comptabilité commerciale
ou comptabilité d'engagement, créances et dettes, c'est la même chose. Il n'y a que pour le régime réel simplifié que vous pouvez avoir de la comptabilité d'encaissement ou de trésorerie. Au niveau des CERFA, vous avez d'une part le CERFA 2065, effectivement, pour la structure. Et ensuite, vous avez, bien entendu, pour vos revenus et dividendes versés, votre déclaration 2042 que vous souscrivez chaque année. Les revenus doivent comprendre, encore une fois, c'est indiqué votre rémunération de gérance et vos dividendes qui sont distribués. Maintenant, pour aborder le sujet de la société en participation, SPEC, et on va parler de la SPMG, même si la SPMG n'est pas à l'écran. Déjà, au niveau de la SPMG, d'ailleurs, je vais commencer par là, ce sera peut-être plus parlant pour vous. En fait, la SPMG n'a que des obligations comptables, mais pas d'obligations déclaratives. Elle tient une comptabilité des mandats, ce qui fait qu'effectivement, au niveau de la SPMG, on va avoir certes un état des flux financiers, mais on va surtout avoir une comptabilité pour le mandat de chaque associé. Par contre, l'obligation déclarative principale, elle reste sur votre EIRL. Et d'ailleurs, ce sont des structures, Jenny vous l'a déjà dit tout à l'heure, de ma part, ce sont des structures qui sont transparentes fiscalement. Ce n'est pas la structure qui porte le mandat. Et si jamais elle devait percevoir le flux de commission, en fait, l'imposition finale ne se fait pas sur la SEP car elle n'a pas de personnalité morale, elle n'a pas la capacité juridique requise en fait pour être imposée à ce titre. Donc, elle sort normalement à zéro et in fine, toute l'imposition réelle se fera forcément en fait sur votre EI ou EIRL, que vous soyez en BNC ou que vous soyez à l'IS en fait en tant qu'associé de la structure pour votre quote-part. Sur une SPEC maintenant, c'est un petit peu plus complexe et j'espère avoir répondu à votre interrogation sur la SPMG. Sur une SPEC, on a une obligation comptable et une obligation déclarative. La SPEC est toujours transparente. Juridiquement, on est dans les mêmes faits. Par contre, effectivement, typiquement, la SPEC se retrouve lorsque vous avez un code global avec un versement global des commissions par la compagnie et ensuite vous payez d'abord vos charges mises en commun et ensuite vous récupérez finalement votre quote-part de résultats ou de commissions pour déterminer du coup votre chiffre d'affaires, vos charges, tout ce que l'on a déjà vu tout à l'heure. Donc normalement, la SPEC, de manière classique, implique une comptabilité tripartite, une pour la SPEC, une pour, par exemple, chaque associé. Donc, ça fait au moins 3 comptabilités. S'il y a plus d'associés, par exemple, à 3 associés, ça fait 4 comptabilités, etc. Au niveau des déclarations, normalement, la SPEC est censée déposer une 2035 ainsi qu'un état de répartition du bénéfice 2035 AS. Maintenant, si vous êtes en EI ou EIRL à l'IS et que vous participez à ce type de structure, vous avez votre propre quote-part effectivement qui doit entrer dans votre déclaration d'impôt sur les sociétés, pour le coup. Donc 2065, encore une fois, on retrouve le même formulaire. Et après, vous, derrière, sur la rémunération que vous versez, on va encore une fois retrouver votre rémunération de gérance et vos dividendes. Alors, ça, c'était un premier panorama sur le régime impôt des sociétés. J'avais une question, oui. On me demandait comment modifier une SPEC par l'ajout d'un nouvel associé. Alors, pour modifier une SPEC par l'ajout d'un nouvel associé, normalement, on est sur de l'acte sous seing privé, vous devez faire un avenant au statut de la SPEC. Donc, ça se fait en soi très bien tant que vous tombez d'accord. Et il n'y a pas en soi de déclaration particulière à faire, au moins du point de vue de l'administration fiscale, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, la SPEC elle est transparente. Éventuellement, vous pouvez faire une mise à jour via le guichet en fait, électronique des entreprises, puisque c'est le point d'entrée sur lequel maintenant vous gérez toutes les formalités effectivement en droit des sociétés de votre structure. Mais la base, c'est vous reprenez vos statuts, vous faites un avenant. Voilà. Ok, j'ai quelques questions, donc on va les traiter. Ouais. Ou faire un rescrit fiscal qui nous protège? Alors, le rescrit fiscal aujourd'hui, c'est sur votre espace personnel de manière dématérialisée. Vous pouvez le retrouver lorsque vous mettez écrire un message à mon service des impôts des entreprises. Il y a autre demande. Vous retrouvez effectivement maintenant une rubrique dédiée pour faire une demande par voie de rescrit fiscal. Ok, on me demande comment ça se passe pour les dividendes versés dans le cadre d'un patrimoine d'affection. D'affectation? Ouais, je pense. Alors, quand on est en EIRL, ouais. À l'IS. Alors, très bien, vous faites bien de poser la question, puisque j'ai commencé l'argumentation tout à l'heure et je me suis emballé, je n'ai pas fini l'explication.
Quand vous êtes en EIRL à l'IS, et cette possibilité n'existe pas sur les EI à l'IS, en fait, ça c'est encore un autre point. En EIRL à l'IS, au lieu d'avoir un capital social, vous avez un patrimoine affecté avec une valeur. On prend la valeur brute de ce patrimoine, à concurrence par contre de l'emprunt. Normalement, c'est soit s'il est libéré ou pas, par exemple sur un patrimoine à 100 000, si vous avez 100 000 net d'emprunt sur le patrimoine professionnel, ben, du coup, vous pouvez vous verser 10 000 euros de dividendes sur cette base-là. Si par exemple, il vous reste 50 000 euros d'emprunt pour payer en tout cas l'acquisition initiale, en fait, vous ne pouvez vous verser que 5 000 euros du coup de dividendes. Et puis vice-versa, plus l'emprunt diminue, plus vous libérez en fait cette base de valeur brute sur le patrimoine affecté. Pour les EI à l'IS, et du coup c'est le cas également pour les autres, vu que vous n'avez pas cette notion, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre résultat net dégagé de l'activité. Et ce résultat net dégagé de l'activité, d'ailleurs, en fonction s'il est plus élevé ou non que la notion soit de patrimoine affecté, soit de capital social, hein, peu importe votre forme d'exercice, vous pouvez également prendre 10% de ce résultat net et vous dire, OK, je me verse 10% de dividendes sur cette base-là. Voilà. Alors, on me dit, que peut-il se passer si on est en SPMG, mais qu'en fait, on fonctionne comptablement comme une SPEC? C'est une personnalité morale uniquement? Quelles seraient les incidences? Alors, uniquement comptable, pardon. Uniquement comptable. Alors, si je fais une réponse simple, parce qu'on est un petit peu tenu par le temps, normalement, même si vous avez déclaré une SPMG, si le fonctionnement réel financier et de fait, c'est le fonctionnement d'une SPEC, en réalité, vous avez une SPEC. Donc, avec en principe les mêmes obligations comptables. Attention, effectivement, en cas de contrôle, à ne pas vous retrouver, par exemple, avec des défauts de déclaration qui seraient manquantes, parce que sur une SPMG, ça ne se justifie pas. Donc là, moi, ce que je vous inviterais à faire, premièrement, c'est revenir vers nous peut-être pour prendre un rendez-vous, pour faire un état des lieux au minimum, et voir après dans quelle mesure vous pouvez soit ajuster les flux financiers pour que ce soit vraiment une SPMG, si c'est ce que vous souhaitez conserver, soit que vous mettiez à jour les formalités vers une SPEC pour ne pas être pris, entre guillemets, par un coup de couteau dans le dos de l'administration fiscale. Voilà. Alors, on me dit, tu nous as donc parlé d'un montant de dividendes pour les SARL. Y a-t-il un seuil pour les EI à l'IS? Alors, pour les EI à l'IS, justement, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de base particulière, mais le seuil de 10% existe toujours. En fait, la seule composante, ce sera le résultat net de chaque année. Et ce résultat net de chaque année, on peut prendre 10% de dividendes sans que ce soit réintégré dans l'assiette des cotisations. Après, c'est possible, encore une fois, pour rappel, de dépasser les 10%. C'est juste que l'excédent, du coup, on va cotiser de la CAVAMAC, on va cotiser de l'assurance maladie dessus. Voilà, concrètement. Alors, pour continuer, nous allons faire un point maintenant sur les cessions et indemnités compensatrices. Petit rappel d'abord sur la partie déclarative, parce que mine de rien, vu qu'il y a des dispositifs d'exonération, pour bien en bénéficier, il faut bien les déclarer. Alors, pour un agent au BNC, encore une fois, on est sur un niveau de fiscalité unifié. Donc forcément, normalement, les plus-values, par exemple, lorsque vous cessez votre activité, vous vendez tout. Soit vous percevez une IC de la compagnie ou vous vendez de gré à gré à un futur agent, un repreneur. En BNC, ça doit figurer sur la déclaration fiscale provisoire de cessation qui, en réalité, est le formulaire BNC classique. On retrouve d'ailleurs les différents textes d'exonération sur le formulaire lorsque vous pouvez en bénéficier. Ensuite, normalement, sauf si vous avez une exonération totale, c'est-à-dire qu'on joue sur le montant et non pas sur le taux ou un autre dispositif, s'il reste un morceau de plus-value à imposer, même si vous avez bénéficié d'un dispositif quelconque et qu'il a été mentionné sur la 2035, il doit également être mentionné sur votre 2042 CPRO à titre personnel. Il y a des cases dédiées pour ça, effectivement. Lorsque vous êtes à l'impôt des sociétés, alors là, c'est un petit peu particulier parce qu'on peut avoir deux situations. Et pour les EIRL, parce que je sens venir les questions, ça peut être plus complexe, c'est un travail en cours. Mais on a deux situations. On va avoir soit
Du point de vue en tout cas de la cession en elle-même, on verra après du point de vue du produit. Du point de vue de la cession, soit on a de la cession d'actifs. Donc par exemple, c'est le portefeuille, c'est l'activité en son entier qui est cédée par la structure. Soit on a une cession de la structure en elle-même. Et là, en termes de fiscalité, ben, on n'a pas les mêmes obligations déclaratives parce qu'on ne traite pas de la même manière. Quand la structure cède, ça rentre dans le résultat, on l'a vu tout à l'heure, de l'exercice de la structure. Donc, c'est assujetti à l'IS. Ça doit donc figurer sur votre 2065. Quand vous cédez l'entreprise elle-même ou les parts sociales de la SARL, par exemple, normalement, la cession de vos parts, elle doit figurer sur votre déclaration personnelle parce que vous détenez des parts. Et effectivement, au niveau des textes, même si on est sur une situation un peu particulière, ben, au niveau des textes, tout ce qui est cession aujourd'hui de IRL à l'IS, EI à l'IS, c'est assimilé à de la cession de parts sociales, ne serait-ce qu'en matière d'enregistrement. Voilà. Donc, ça veut dire effectivement que dans tous les cas, vous devez, en principe, les mentionner sur vos cessions, comme si vous aviez cédé des titres. Alors, et du coup, au niveau maintenant des exonérations, sauf s'il y a peut-être des questions sur le sujet. On me demandait combien de temps doit-on conserver les justificatifs comptables? Alors, les justificatifs comptables, normalement, le minimum syndical, c'est 5 ans, mais je vous invite à faire beaucoup plus, parce qu'en réalité, allez, même si le délai de droit commun de l'administration, pour la majorité des cas, c'est censé être 3+1, donc 4 ans, il y a des cas spécifiques où l'administration soit peut remonter plus loin, ne serait-ce que pour la notion d'abus de droit fiscal, par exemple. Et dans ce cas, on sort du délai de droit commun. Donc, j'aurais tendance à vous encourager à garder au minimum allez, bien 8-9 ans vos documents, ne serait-ce qu'en archivage. Vous n'êtes pas forcé aujourd'hui de garder tout en format papier, étant donné qu'on va vers une digitalisation. Alors, ce n'est pas le sujet effectivement aujourd'hui du webinaire et vous n'avez pas de gros impacts de la loi de finances non plus cette année, donc on ne l'a pas abordé. Mais en fait, on va vers l'ère de la digitalisation de toute manière pour vous en tant que professionnel. Il faut tout scanner et puis tout conserver sur son PC. Absolument. Donc effectivement, maintenant, pour tout conserver et tout archiver, vous pouvez le faire sans que ça prenne des caisses et des caisses effectivement dans votre agence. Donc, réfléchissez-y si ce n'est pas déjà en place. Voyez s'il n'y a pas des solutions possibles pour être effectivement à l'équerre et sachant que la plupart des agents généraux sont plutôt de taille TPE ou PME. Vous n'êtes pas aujourd'hui dans le collimateur principal de l'administration fiscale. Là où il va y avoir des obligations beaucoup plus drastiques, c'est sur les groupes, par exemple, fiscalement intégrés, les très grandes entreprises, où là, oui, par contre, on est sur un autre niveau très clairement d'obligations et d'exigences en matière de documents. Alors, au niveau maintenant des dispositifs d'exonération. On a peu de changements et j'ai envie de dire heureusement, ou voire pas de changements en tout cas pour l'instant. Vous avez deux cas et cette fois-ci maintenant on va s'intéresser plutôt à la plus-value en elle-même, pas à la structure à proprement parler. La plus-value elle peut être dégagée d'une indemnité compensatrice ou de la cession de gré à gré, c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Pour les agents à l'impôt sur le revenu BNC, on commence par vous parce que c'est encore une fois une redite de ce qu'on a dit, mais c'est intéressant du point de vue des exonérations. Un seul niveau d'imposition et en principe, le régime de droit commun, c'est la flat tax. Il n'y a pas de réintégration au barème progressif. Si vous prenez la flat tax, vous avez déjà été imposé et ça s'arrête là. Du coup, au niveau des dispositifs aujourd'hui, tous ces dispositifs ne sont pas remis en cause par la loi de finances pour 2025. Que ce soit l'exonération pour départ en retraite, qui joue sur le taux effectivement de votre taxation. Donc, on diminue la flat tax en la réduisant de 30 à 17,2%. Quand vous partez à la retraite, ça veut dire quand vous faites valoir vos droits dans les 24 mois au plus tard suivant la cessation. Le régime Sarkozy, qui est particulièrement populaire pour les agents lors de leur cession pour cessation et pas forcément pour retraite, également, il n'est pas remis en cause. Donc aujourd'hui, on a un maintien avec les conditions que l'on connaît déjà. Et par ailleurs, il y a des aménagements qui sont mis en place, non pas pour les agents, mais par exemple pour les professions agricoles. Donc ça montre vraiment une volonté de pérenniser aujourd'hui ce dispositif. Donc effectivement, l'exonération Sarkozy, article 238, vous le maintenez, ça veut dire quoi? Vous exercez en continu pendant 5 ans,
ce que vous voulez céder, c'est soit toute votre activité, soit une branche complète. Par exemple, j'ai 2 agences. J'ai une à Quimper et une dans une autre ville. Les 2 agences fonctionnent distinctement l'une de l'autre. Si vous vendez juste l'agence de Quimper, normalement, on peut appliquer individuellement un Sarkozy dessus. Attention, parce qu'encore une fois, en termes de temps, et ce n'est pas forcément le sujet, on ne va pas rentrer dans le détail exact de toutes les exonérations. Si vous avez un projet de cession, contactez-nous ou revenez vers nous. Mais retenez qu'en tout cas, ce n'est pas remis en cause et que dans les grandes lignes, un agent aujourd'hui qui est à l'impôt sur le revenu, on va y venir pour l'IS, un agent qui est à l'impôt sur le revenu, qui vend pour moins de 500 000, il y a une exonération totale. Et donc là, on retrouve ce qu'on a vu précédemment. Par exemple, un agent qui a une plus-value exonérée totalement, il n'a pas de montant restant à indiquer sur sa 2042 CPRO ou 2042 puisqu'il a déjà fait une exonération. Attention, ce n'est pas parce qu'il est exonéré totalement qu'il ne doit pas au moins le déclarer sur sa 2035. Les impôts doivent avoir connaissance de la plus-value pour vous permettre de bénéficier du dispositif, sinon ça ne marche pas. Et pour un agent qui est sur une cession partielle, le montant restant sera bien entendu reporté sur la 2042. Et pour les exonérations petites entreprises, pareil, il n'y a pas de modification ni de remise en cause du régime. Et là, par contre, on raisonne plutôt en matière de chiffre d'affaires et non pas en montant de la vente. Alors, donc du coup, effectivement, pas de gros changements. Et j'ai envie de dire, en tout cas pour les agents à l'IR, c'est tant mieux. Pour les agents maintenant à l'impôt des sociétés, écoutez, il n'y a pas de gros changements, quoique il y a quand même un impact de la loi de finances. C'est surtout qu'en fait, on raisonne de manière différente. On a déjà vu suffisamment précédemment qu'on a 2 fiscalités distinctes. On a vraiment une fiscalité à l'IS pour la structure et une fiscalité à l'IR entre les mains de l'agent associé gérant. Donc se pose la question déjà de l'IC. Qu'est-ce qui se passe? L'IC, normalement, elle est perçue par la structure. Elle n'est pas perçue en vos mains propres, même si la compagnie, des fois, vous verse l'IC sur votre compte personnel. Non, ça rentre quand même dans l'exercice, en fait, le dernier exercice éventuellement de l'entreprise à l'IS ou IRL à l'IS ou SARL. Donc, ça veut dire que normalement, la plus-value est imposable à l'impôt des sociétés. Et si vous voulez récupérer la mise, vu qu'elle est sur la structure, il doit y avoir en principe une imposition au boni de liquidation. Ça, c'est la base. Lorsque le portefeuille est cédé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, si c'est la structure qui cède, pareil, ça rentre dans l'impôt des sociétés. Et ensuite, boni de liquidation, si vous voulez récupérer à titre personnel la mise. Et si par contre, vous pouvez céder maintenant la totalité de votre entreprise. Alors pour une EILIS, aujourd'hui, ça se fait. Sur une EIRL, c'est plus compliqué, effectivement, et on y travaille. On y travaille étant donné que vous pouvez vendre en soi l'activité, mais que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un repreneur qui pourra reprendre le IRL avec l'affectation du patrimoine. Donc, le schéma classique, ce serait plutôt vente de l'actif, intégration du coup dans la structure. On travaille effectivement sur cette notion de cession de parts sociales et assimilées, puisqu'elle existe déjà, ne serait-ce qu'en matière de droit de mutation. On en a parlé tout à l'heure. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque vous cédez directement l'entreprise, le ILIS ou les parts de SARL déjà, ça par contre, c'est du sûr, c'est pas en cours de travail, normalement, vous êtes imposé directement sur votre impôt propre à la flat tax ou éventuellement à intégration au barème avec soit un abattement si vous partez à la retraite ou éventuellement un abattement pour durée de détention si vous intégrez dans le barème. Ça, ce sont des options. Lorsque vous percevez l'IC, parce que mine de rien, même sur ce point-là, on ne se tourne pas les pouces à la fédération, on a eu un amendement qui est entré en vigueur et applicable pour toutes les transactions depuis le 1er janvier 2023. Lorsque vous êtes sur une IC avec une cessation totale et que vous remplissez les conditions du Sarkozy, du coup, même à l'IS, vous pouvez bénéficier effectivement de l'exonération. On regarde le montant de la vente, la durée, est-ce qu'on est sur une cession totale ou une cession de branche d'activité pour dire OK, c'est assujetti à l'IS ou c'est exonéré d'impôt des sociétés. Donc, votre plus-value peut être au moins exonérée de cette notion de 25%, mais attention, l'argent, encore une fois, est encore dans la structure. Donc, si vous voulez le récupérer, on est sur une logique dissolution et imposition du boni ou éventuellement distribution d'une manière ou d'une autre si vous gardez la structure. Et je n'ai pas d'exonération à titre personnel. Vous avez déjà eu une exonération à l'IS. C'est pour ça que c'est différent, notamment du BNC. Lorsque vous êtes en gré à gré, soit, comme je vous l'ai dit, c'est la structure qui vend l'activité. Pourquoi pas? On peut avoir encore une fois le Sarkozy en gré à gré, de la même manière pour l'IS. Par contre,
sur la partie récupération, si jamais vous décidez encore une fois de liquider, toujours pas d'exonération. Maintenant, si vous cédez les parts sociales, parce qu'on est sur du gré à gré, c'est un petit peu distinct, vous cédez directement les parts sociales ou vous cédez directement l'entreprise à l'IS en son entier avec une assimilation normalement à de la notion de part sociale. Eh bien, super. Là, on a le maintien maintenant, et ça, c'est ce qui est vu par la loi de finances 2025. On a le maintien de l'abattement pour départ en retraite du dirigeant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur une fin d'activité professionnelle, quand je dis fin de course, c'est plutôt vraiment vous prévoyez de partir à la retraite, de faire valoir vos droits dans les 24 mois. Vous avez un abattement effectivement sur la plus-value qui devrait être imposée normalement à la flat tax. On ne touche pas à l'assiette de la CSG, CRDS. Et dans ce cas-là, cet abattement, il est fixe et porté à 500 000 euros. De manière chiffrée, pour vous donner un exemple rapide, un agent qui, du coup, a une plus-value de, par exemple, 400 000 euros. C'est comme s'il avait bénéficié de l'exonération départ en retraite classique comme pour les BNC. En réalité, il va payer que 17,2% sur les 400 000 euros de plus-value. Un agent maintenant qui a, par exemple, 600 000 de plus-value, ça change. On va avoir du coup 500 000 euros rabotés sur les 600 000. Donc pour les 12,8% dont on a parlé tout à l'heure, il n'y aura que 100 000 euros à 12,8%. Mais par contre, 17,2%, ce sera toujours sur les 600 000. Voilà, c'est comme ça que fonctionne en fait cet abattement pour départ en retraite du dirigeant et il est prorogé, comme vous le voyez, jusqu'au 31 décembre 2031. Et pour le coup, même si on a avancé un petit peu vite, on a fait un tour complet. Donc, je repasse la parole du coup à Eugénie qui va vous parler maintenant des enregistrements et des droits de mutation. Oui, alors on va un petit peu aborder ce régime parce que en termes de déclaratif, on a pas mal de questions et on s'est dit que ça pourrait être utile. Donc, les droits d'enregistrement ou droits de mutation à titre onéreux, comme vient de le dire Christopher, donc ça va être des impôts qui sont perçus lors des formalités d'enregistrement des actes. Donc concrètement, vous allez déclarer votre enregistrement au centre des impôts et ils vont percevoir des droits sur l'acte. Donc ça va être des actes soit de cession de portefeuille pour vous ou alors de cession de parts sociales. Donc là, encore une fois, on n'a pas de modification récente notable, hein, on reste sur un régime identique. Et petite précision avant que j'entre dans le dur du sujet, ça va concerner plutôt les acquéreurs. De manière générale, c'est eux qui règlent ces droits. Attention, c'est pas figé, hein. C'est possible de déroger à ce principe par convention entre les parties. Ça, après, c'est vous qui vous arrangez avec le vendeur et entre le vendeur et l'acquéreur. Donc, est-ce que tu peux passer la slide? Oui, merci. Donc, je vous ai mis un petit rappel sur la slide donc, des taux de droits d'enregistrement. Concernant le délai, ça va être dans les 1 mois à compter de la date de signature de l'acte de vente. Donc, ça, c'est bien important. Et ce qui va surtout vous intéresser, je pense, et que je vais aborder, ça va être les exonérations qu'on peut avoir sur les droits d'enregistrement. Donc, les exonérations, on va avoir plusieurs exonérations qui sont prévues. Donc, déjà, d'une part, à l'article 732 du CGI. Donc, ça va concerner les cessions de portefeuille ou les titres qui représentent donc, les portefeuilles. C'est constitué en fait par un abattement de 500 000 euros, donc un abattement fixe. Et ça va s'appliquer sur la valeur du fonds, du portefeuille, en fait, et sur la liquidation des droits d'enregistrement. Donc, comment ça marche concrètement? Donc, les conditions, déjà, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. Si vous faites plusieurs ventes à la suite et que c'est les mêmes parties, ça ne fonctionne pas. C'est une seule fois et il n'y a pas de reliquat qui peut être reporté sur des futures cessions. C'est vous l'utilisez une fois les 500 000 euros et après, on n'en parle plus. Ça peut s'appliquer donc pour plusieurs personnes. Donc, ça va être soit vous avez quelqu'un qui est titulaire d'un contrat de travail, un CDI, hein, depuis minimum 2 ans et qui exerce ses fonctions à temps plein. Ça peut aussi être un contrat d'apprentissage. Et il faut que ça soit en cours au jour de la cession. Donc là, si vous vendez à votre salarié et qu'il est encore salarié au jour de la cession, donc je rappelle depuis 2 ans en CDI, à temps plein ou apprentissage, cette personne peut bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 euros. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes qui peuvent en bénéficier, c'est un membre de votre famille.
Donc, c'est soit votre conjoint, donc mariage, partenaire de Pacs, les ascendants, les descendants en ligne directe, bien sûr, ou encore vos frères et sœurs. Donc ça fonctionne. Donc ça fonctionne sur l'acte de vente, donc sur les droits d'enregistrement. Mais attention, il faut que vous ayez détenu votre portefeuille depuis minimum 2 ans, sinon vous ne pouvez pas en bénéficier. Et la dernière condition, il faut que votre repreneur, donc soit votre salarié, votre frère, votre soeur, votre mari, je ne sais pas, doit poursuivre l'activité pendant les 5 années qui suivent à titre d'activité professionnelle unique. Donc ça doit être vraiment son activité principale et il doit continuer effectivement et de manière continue pendant les 5 années qui suivent à compter de la date de la vente. Donc ça, c'est l'exonération principale qu'on a sur les droits d'enregistrement. Ensuite, on en a une qui n'est pas très connue. Donc, on revient encore au régime Zone France Ruralité Revitalisation, donc les ZFRR. C'est un peu moins intéressant que l'exonération précédente. Et pour les acquisitions de portefeuille sur la tranche entre 107 000 et 200 000 euros, on va avoir une réduction des droits d'enregistrement de 3 à 1%. Est-ce que tu peux remettre juste le petit tableau de slide précédente? Yes. Et voilà. Donc, vous voyez la deuxième ligne, donc celle qui est entre 107 000 et 200 000 euros. Celle-ci, vous allez passer sur le total de 3% de droits d'enregistrement à seulement 1% de droits d'enregistrement. Donc, pour avoir cette réduction, c'est un peu pareil qu'avant. Il n'y a pas de condition de personne. C'est juste vous êtes dans la zone. Et après, on continue l'exploitation du portefeuille pendant les 5 années qui suivent. Attention, si vous ne respectez pas cette règle des 5 ans, vous devez rembourser la partie exonérée des droits. Donc, veillez bien à ce que voilà, ça persiste dans le temps. Ensuite, j'ai évoqué au tout début donc les activités accessoires, notamment donc, les bracelets pour les personnes âgées qui tombent, télésurveillance, caméra, etc. Donc, ça va être imposé à la TVA selon certaines dispositions. Donc, je vais vous parler plus précisément de ça. Donc, normalement, en tant qu'agent généraux d'assurance, vous n'êtes pas du tout assujetti à la TVA. Il y a une exonération générale sur vos prestations qui est vraiment ancrée dans le code des impôts. Hein. Par contre, vos petites opérations accessoires, elles peuvent être assujetties à la TVA. Donc, ces petites activités spécifiques, soit ça ne va pas dépasser un certain seuil et du coup, on ne parle pas de TVA, vous restez sans TVA, soit on aura un dépassement des seuils et là, vous allez être soumis à la TVA. En fait, là, on a eu des changements récents, pas forcément dans la loi de finances, mais par décret, etc. Donc là, on est dans une situation un peu où on est en attente de réponse. En tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est qu'à compter du 1er janvier de cette année, on a eu quelques modifications qui sont intervenues. Déjà, ça va être sur les seuils de la franchise. Donc, la franchise en base, comme je vous l'ai dit, c'est ce régime qui permet d'être exonéré de TVA, même sur ces petites prestations accessoires. Jusqu'au 31 décembre, on avait des seuils qui étaient à 36 800 euros par année. Par contre, là, au 1er janvier, le seuil il a été un petit peu monté à 37 500. Le seuil majoré, il a également augmenté à 41 250. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Si vous dépassez ce plafond, donc pour cette année de 37 500, vous allez devenir redevable de la TVA obligatoirement. Donc, vous n'avez plus du tout le bénéfice de la franchise. Le dépassement des seuils, donc l'année 2024, si vous dépassiez les seuils, vous aviez quand même le régime de maintenu pour l'année en cours et celle suivant le dépassement. Par contre, maintenant, si vous dépassez le seuil majoré, vous êtes directement soumis à la TVA sur toutes ces petites opérations accessoires dès la date de dépassement. Donc, il faut vraiment veiller au seuil pour éviter de vous faire avoir là-dessus. Et parce que du coup, si vous êtes soumis à la TVA, vous devez déclarer et payer la TVA sur toutes vos petites opérations dès cette date-là. Donc, niveau administratif, ça fait quand même du travail en plus. Par contre, si vous dépassez juste les seuils ordinaires, là, c'est un peu moins grave que le seuil majoré. Vous pouvez continuer à avoir la franchise jusqu'à la fin de l'année. Mais par contre, l'année suivante, là, automatiquement, vous payez la TVA.
Les montants qui sont à prendre en compte donc pour le calcul de ces seuils, hein, c'est toute la part de votre chiffre d'affaires qui rentre dans le champ de la TVA. Donc, vos petites opérations accessoires, vous les comptez. Vos opérations d'assurance exonérée, vous ne les comptez pas. Ça bouge pas, c'est immuable. Et une précision importante, donc on a eu dans la loi de finances pour 2025 un seuil unique pour toutes les opérations de TVA pour la franchise qui est de 25 000 euros. Normalement, c'était censé passer au 25 mars, au 1er mars 2025. Pour l'instant, c'est en discussion au niveau du ministère de l'économie, donc ça a été suspendu jusqu'au 1er juin. Donc là, on est dans l'attente de savoir si ce seuil à 25 000 va être accepté ou si on va rester sur le seuil à 37 500. Quoi qu'il arrive, on vous tiendra au courant des évolutions. Nous, on est sur le coup et on surveille ce qui se passe de très près. Donc, si vous voulez, si vous êtes en franchise de TVA, mais si vous voulez opter quand même pour le paiement de la TVA, c'est possible. Ça peut être intéressant parce que ça peut vous permettre sur d'autres points de récupérer de la TVA, notamment sur des achats, sur des investissements. Vous pouvez faire la demande de cette option donc à tout moment. Ça prend effet donc au premier jour du mois suivant. Et c'est valable 2 ans avec reconduction tacite, mais par contre, vous pouvez, encore une fois, hein, c'est un peu comme les traitements et salaires, vous pouvez cesser l'option avant la fin de chaque période. Donc, si vous êtes à la TVA, bon, ça va de soi, mais du coup, vous déclarez bien pour la TVA pour l'intégralité de vos petites opérations accessoires et vous faites bien vos factures donc en TTC et non pas en hors taxe. Donc, ce que je peux dire pour conclure, c'est faites bien attention donc, au dépassement des seuils, notamment avec les nouveaux seuils qui ont été apportés depuis le 1er janvier et puis par la suite en juin, restez à l'affût des informations qui arrivent et surveillez bien votre chiffre d'affaires pour éventuellement anticiper si vous avez un dépassement de seuil parce que ça va évidemment donner lieu à d'autres obligations déclaratives et d'autres obligations en termes de facturation, donc avec pas mal de conséquences. Ok, ah, pardon, j'ai été trop vite. Ah. Peut-être. Peut-être. J'avais quand même une question, Eugénie. Tu as parlé d'activités accessoires. Du coup, entre guillemets, tu as des petits exemples à nous donner ou pas du tout? Alors, tout ce qui était activité accessoire, donc comme je l'ai dit, on avait la télésurveillance, on a aussi des agents qui ont des prestations d'alarme, on a tout ce qui est assistance aux personnes âgées de tout type, hein, les petits bracelets là que nos grands-parents ont quand ils tombent par terre, ça va appeler par exemple le SAMU ou l'assistance, etc. Après, de manière globale, oui, c'est plutôt ça qu'on aura. C'est pas non plus un éventail hyper large, mais les plus gros points qu'on a, c'était ceux-là. Et je sais que ça peut vite, si on a le seuil à 25 000, ça peut vite dépasser pour les agents, notamment en portefeuille vie. Donc voilà. Ok, bon super. On arrive à la fin de notre webinaire. On n'a pas fait toutes les questions, mais je vous les transmettrai. Comme ça, si vous pouvez apporter des réponses, s'il y a quelques cas personnels, donc voilà. En tous les cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin pour ce webinaire. Vous allez recevoir, alors Christopher l'a dit, mais notre hors-série fiscale dans les prochains jours, normalement, semaine prochaine. Pour avoir davantage de détails aussi sur toutes ces déclarations. Et puis, on vous retrouve très vite pour un nouveau webinaire. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.